Ah ben c'est avec grand bonheur qu'on va retrouver à tous les matins l'ami Luc La Liberté pour parler de politique américaine. Bonjour Luc. Ouais, bonjour Alexandre, c'est un plaisir Ah oui. partagé de commencer ma journée avec toi. Ben Luc, visiblement on manquera pas de sujet dans les prochaines semaines, à commencer par cette amitié qui était aux yeux de plusieurs assez improbable entre deux milliardaires, le président américain Donald Trump et Elon Musk. On se demandait combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qui allait faire imploser tout ça. Finalement, on a eu la réponse au cours des dernières semaines avec le Big Beautiful Deal, la belle grosse loi de Donald Trump. Ça en est suivi une chicane sur la place publique. Et là, voilà qu'en fin de semaine, Elon Musk a confirmé qu'il lançait son propre parti, l'American Party. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça et de la suite des choses? Est-ce que c'est réellement une bonne idée? Écoute, je m'explique, je te résume ça simplement, puis ensuite on explique un peu. Bonne idée, mauvais porteur finalement, mauvaise personne, je pense, pour porter le projet. Ça fait longtemps, on le sait aux États-Unis, que c'est difficile d'aller au-delà des deux partis traditionnels. On a eu des cas d'espèces de candidats indépendants, de formations politiques. Dans la dernière élection, par exemple, les gens l'ont peut-être déjà oublié, puis il y avait ce fameux parti qui hésitait à se lancer, qui était le No Labels. Donc, on n'a pas d'étiquette. On va être quelque chose entre les républicains et les démocrates. On visait finalement une base qui était bipartisane, c'est-à-dire qu'on allait chercher les républicains déçus, les démocrates déçus, et il y en a de ça plus qu'on pense. Et il y a beaucoup d'Américains, quand on regarde les sondages, qui disent on aimerait ça avoir une autre option. Maintenant, Elon Musk, en théorie, a ce qu'il faut pour réussir là où d'autres ont échoué. C'est-à-dire qu'y aller d'un tiers parti, d'une nouvelle formation politique, ça prend énormément d'argent. Je pense que ce côté-là est assez bien couvert avec l'homme le plus riche de la planète. Là, Parce que puis oui. il a dépensé quoi, 250 millions pour faire entrer Donald Trump à la Maison-Blanche une seconde fois. L'autre chose que ça prend souvent en politique américaine, c'est la notoriété. C'est pas pour rien que des gens comme Oprah Winfrey, par exemple, le nom revient souvent en politique, Michelle Obama, ce sont des personnes qui sont connues dans les 50 États. Donc, tout ça, Elon Musk le couvre bien. Ce qu'on peut penser, cependant, c'est qu'il a nui pas mal à son image lors de son passage à la Maison-Blanche. Et c'est là où je dis, est-il le bon porteur pour un autre parti politique? Lui-même, selon la Constitution, ne pourra pas être candidat à la présidence. Il peut être conseiller, hein? Il vient de le faire avec Donald Trump. Mais en même temps, est-ce qu'il ne s'est pas discrédité? Il a été collé littéralement à Donald Trump. Il est intervenu avec son fameux Doge, là, hein, c'était assurer l'efficacité des services gouvernementaux. Il y a des gens qui commencent à réaliser qu'on le fait de manière, disons, plutôt brutale, que c'était pas des coupes sélectives ou chirurgicales, hein, c'était carrément des opérations dans lesquelles on congédiait des gens, puis souvent illégalement. On l'oublie, mais on s'est fait ramener à l'ordre à quelques reprises par les tribunaux. Donc c'est là où je me dis, est-ce que les Américains obtiennent avec l'American Party, qui est une vieille appellation en partant, ça fait longtemps qu'on a ça, donc cette idée d'un parti américain. Mais est-ce qu'on a donc le bonhomme? Il faudra voir de qui il va s'entourer s'il décide d'aller plus loin. Pour l'instant, il est passé de la menace, si on veut, ou de la proposition à la réalité. Vous aurez de nouvelles formations politiques et vous êtes plusieurs à le souhaiter. Il y a un gros problème d'image, un problème de cohérence à certains égards. Puis il faudra voir qui va lui emboîter le pas comme candidat. Puis ensuite, ben, il va devoir se farcir ce que les partis politiques doivent faire, surtout les nouvelles politiques, respecter la loi et respecter les exigences pardon, des 50 États américains. C'est un sacré défi. On a vu, je répète, de grosses machines avant avoir de la difficulté à y parvenir. C'est immense comme opération. Ce qui peut déjà être une menace pour 2028, ce parti-là, écoute, on peut déjà dire qu'il commence à manquer de temps si on veut lancer des opérations aussi rapidement que ça. Donc, je reviens à ma petite phrase d'introduction. Bonne idée, pas certain qu'on ait le bon porteur de ballon pour mener ça à terme. Ouais. On se souviendra début avril de ce fameux jour de la libération, hein, où Donald Trump s'est Ouais. présenté devant le monde entier avec ses gros cartons, ses tarifs. Là, on a précisé un peu la suite des choses, là, parce qu'il devait avoir Ouais. 90 ententes en 90 jours. On avait encerclé la date du 9 juillet.
Là, il y a des lettres qui vont partir là, prochainement là, pour informer les pays de qu'est-ce qui va leur arriver s'ils ne signent pas de fameux deal avec le Donald. Voilà, donc ce serait, là on l'a appris hier. On a d'abord appris qu'il y aurait ces fameuses lettres, tu l'as bien souligné, tu l'as bien précisé. Et là hier on a dit, ben écoutez, attendez-vous à ce que début août, s'il n'y a pas d'entente, ben vous allez revenir à la totale du jour de la libération, c'est-à-dire que ce qu'on a suspendu comme opération, le temps hein, de négocier, ben vous allez le recevoir immédiatement en bloc. Est-ce que c'est une autre menace? Parce qu'on l'a vu, hein, l'administration, elle sort les bras, elle roule des mécaniques, puis ensuite, ben, on donne un peu de corde. Puis le Canada a vécu ça récemment. Là, le premier ministre Carney qui fait une petite concession, puis finalement on dit, écoutez, ben, dépendamment de quel point de vue on se place, là, une petite concession, il a été critiqué, M. Carney, pour ça aussi. Mais donc, c'est la façon de faire de l'administration Trump. Au-delà de ça, on peut se demander, la stratégie de fond était-elle la bonne, la stratégie de départ? Parce que des ententes en raison des tarifs ou des pressions qui ont été exercées, on en a une entente. On a une deuxième proposition qui serait sur le point d'aboutir, mais on nous promettait donc 90 ententes en 90 jours. On est loin de Disons ça. qu'on à 80, on est très, très, très loin de ça et ça pourrait avoir d'énormes retombées. D'abord, on va revivre probablement pour les marchés financiers une période d'instabilité, de chaos, de brouhaha. Pour l'autre chose, tu évoquais tout à l'heure le Big Beautiful Bill, hein, c'est ce fameux projet qui est pas très, très populaire là, dans la population, puis même auprès de nombreux élus. Donc, ce Big Beautiful Bill, une des choses dont on est convaincu, ou Bill, une des choses dont on est convaincu, c'est qu'il va ajouter au déficit américain. Et on sait que le président Trump utilise les tarifs pour faire entrer de l'argent aux États-Unis. Donc, c'est une vieille façon de faire. Là. On était passé un peu à autre chose avec le temps. Ça a été très populaire au 19e siècle. Mais là, lui revient avec cette idée de tarif. Il s'en sert pour négocier, pour exercer des pressions. Mais de l'autre côté, il faut s'en souvenir, hein, il avait dit qu'il va entrer beaucoup d'argent avec ça, ce tarif. Ben, le manque à gagner pour le budget américain, il ne fait que s'accroître si l'équipe du président Trump perd cette source de revenus que sont les fameux tarifs. Il faudra voir aussi en attendant, puis je pense à nous ici, Canada et Québec, jusqu'où on va suivre dans ce jeu de menaces, si on veut, ou dans ce bras de fer. Quand est-ce qu'il n'y aura pas des regroupements qui vont s'effectuer ou des gens qui vont dire, écoutez, arrêtez d'exercer des pressions ou de faire des menaces. Quand vous serez sérieux, revenez nous voir. Il y a beaucoup en jeu, il y a beaucoup à la clé. Et c'est tout ça qu'il faut surveiller. Donc, à partir du moment où on va envoyer ces fameuses lettres, mais surtout à partir du moment où la date butoir va approcher. À partir du moment où on approche du 1er août, qui va cligner de l'œil finalement dans ce combat ou dans cet affrontement. Ouais, c'est à se demander, est-ce qu'on est encore face à la fameuse expression taco, Trump always chickens out, comme qu'on pourrait traduire Voilà. comme Trump fait toujours la poule mouillée et recule. Là. Alors ça ne va pas recule. l'affaire du président non plus. Un mot sur ce qui se passe au Texas. On a vu là, les images, ces inondations monstrueuses. Je regardais le plus récent bilan là, sur CNN. On est rendu à au moins 82 personnes qui ont perdu la vie. Et là, ben, il y a plusieurs critiques envers le président Trump, notamment sur les compressions qu'il a fait auprès de certaines organisations. Est-ce que ce sont des critiques qui sont justifiées dans ton esprit? Voilà, écoute, c'est intéressant parce que c'est vraiment une catastrophe épouvantable. Le Texas, c'est pas un État qui a été à l'avant-garde de l'adaptation au changement climatique. Là. Malheureusement, ce sont des phénomènes, on le sait, qu'on est appelé à répéter. Puis la fréquence de ces événements est appelée à s'accélérer. Là. Donc, on a dit, ben oui, il y a la réponse du Texas, il y a une réponse de l'administration Trump. Quand on vise l'administration Trump, c'est difficile c'est pas Donald Trump qui fait pleuvoir ou c'est pas Donald Trump hein, qui pousse l'eau en dehors du lit des rivières. Mais quand Donald Trump effectue un grand nombre de coupures et que ces coupures empêchent la population de recevoir une information en temps réel plus fréquente, parce qu'un des problèmes qui explique le nombre de victimes qu'on a jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas été averti à l'avance, puis on n'a pas pu évacuer, se relocaliser, en se déplacer face à cette crue qui était majeure. Puis là, on a dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus d'alertes que ça? Donc, on a dit, il y a eu des alertes. Ceux qui critiquent l'administration, et je pense que c'est
c'est toujours difficile de pointer du doigt. Là. La première chose qu'on veut, c'est aider les victimes. Là. Ça, tout le monde en est conscient. Là. On veut d'abord être sur le terrain. Il y a quelques démocrates qui ont dit, on reparlera de ça plus tard. Aidons d'abord les gens. Puis c'est un bon message à envoyer et c'est la bonne attitude au sens où on aide ces gens-là d'abord. Mais il faudra qu'on effectue un bilan ensuite pour dire, est-ce qu'on pouvait pas faire mieux que ça? Moi, je te dis déjà, la réponse, ça va être oui. À quel point? À quel point on associe ça, mais on est en deçà des standards habituels quand on veut préparer les gens, aviser les gens à une urgence, à un désastre. Il y a des gens qui sont morts de ça au moment où on se parle. En terminant, Luc, est-ce qu'il y a des gens qui poussent un soupir de soulagement en lisant le rapport du FBI sur la mort de Jeffrey Epstein? Écoute, quand on parle de théorie conspirationniste, c'est drôle parce que souvent on visait les républicains avant, maintenant on regarde du côté progressiste ou du côté démocrate. Il y a plein de gens qui se disaient Epstein ne s'est pas suicidé. Hein? Il y a trop de coïncidences à propos des caméras, de la surveillance. On pense qu'il a été aidé hein, dans la mort. Drôle de formulation de l'aide médicale à mourir dans son cas. Eh oui. Et là, le FBI dit on a des bandes vidéo. On a des bandes vidéo qui montrent que quand il a procédé à la pandémie, quand il s'est pendu, il était vraiment tout seul et personne ne séjournait à ses côtés ou personne n'a été vu. Donc, c'est la première chose importante parce qu'on disait, il a fait chanter et menacer bien des gens, Epstein. Donc, c'est fort probable qu'on avait intérêt à le faire disparaître. Maintenant, il n'y a personne qui était capable de vérifier indépendamment la vidéo du FBI. On sait déjà qu'on a joué avec cette vidéo-là parce que, disait-on, on voulait en améliorer la qualité. Donc, c'est déjà, si vous êtes conspirationniste, un élément de plus pour vous emporter un peu. Mais donc, il y a des médias comme le site Axios, que j'aime bien, qui ont vu la vidéo, mais ils ont pris la peine en rapportant la nouvelle de dire, on n'a pas pu faire de vérification indépendante, faut se fier au FBI. L'autre élément qui est très important, c'est là où tu disais, il y a des gens qui poussent un soupir. Il semble que M. Epstein n'ait jamais eu de liste de clients. Donc, on a parlé des Epstein Files. Il y a des gens comme Bill Clinton, par exemple, en politique, qui ont été vus aux côtés d'Epstein. On a vu Donald Trump. Il y a des vidéos qui ont circulé. Dans les années 90, Epstein disait même, je suis probablement le meilleur ami de Donald Trump au moment où on se parle. Donc, ça incriminait plein de gens, puis il n'y a plus de couleur politique rendue là. C'était progressiste, conservateur, démocrate et républicain. Et là, on dit, écoutez, il n'y en avait même pas de liste de clients. Donc, c'est le FBI qui est géré maintenant par un conspirationniste, par Kash Patel, et c'est pas moi qui l'invente, là. On pourrait vérifier puis dire non, il a fait circuler beaucoup de choses, Monsieur Patel, avant d'être nommé au FBI. Disons que ce rapport-là, ça rend plus de gens cyniques, ou ça rend plus de gens où ça entretient des doutes. Ça devrait, en théorie, avoir l'effet contraire, et c'est pas de ça dont on parle ce matin. Merci beaucoup, Luc. Un grand plaisir, une bonne journée.